Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une question vraiment douloureuse, mais essentielle. La rencontre entre un responsable de l'Église, ici on parle d'un évêque, et une personne victime d'abus commis au sein de cette même Église. C'est une confrontation humaine au cœur d'une crise qui dure. Pour nourrir notre réflexion, on s'appuie sur un texte du collectif Voix libérée. Ils partagent leur expérience, notamment suite à des échanges qu'ils ont eus avec l'archevêque de Tours. Alors, l'objectif qu'on se fixe, c'est quoi? C'est de cerner un peu les enjeux, les pièges possibles, mais aussi peut-être les lueurs d'espoir dans ce type de dialogue si particulier. Est-ce qu'on peut vraiment se parler sans masquer les choses, sans utiliser l'autre? Bon, allons-y, regardons ça de plus près. Au départ, souvent il y a cette idée, cette promesse du dialogue, non? Et rien que le fait d'organiser une rencontre, comme ça s'est fait à Tours avec ce collectif, ça peut déjà sembler un grand pas. Surtout après des années et des décennies parfois de silence ou de minimisation. Et puis, il y a eu des gestes concrets. Une plaque commémorative, une invitation à témoigner lourde, une reconnaissance publique aussi. Des signaux qui peuvent être perçus comme une volonté d'écoute. Oui, mais c'est là que ça devient tout de suite compliqué en fait. Ce qui est frappant, et c'est un risque quasi structurel, c'est le danger d'instrumentalisation. C'est-à-dire que ce dialogue, même s'il part d'une bonne intention, peut être récupéré par l'institution. Pas forcément pour chercher la vérité ou réparer, mais peut-être d'abord pour gérer son image, sa communication. La parole est entendue, certes, mais elle risque d'être un peu contrôlée, cadrée. Et c'est justement ce que le collectif Voix libérée semble décrire, ce sentiment que pour que le dialogue puisse continuer, il faudra accepter des règles un peu implicites. Ne pas trop bousculer, ne pas remettre en cause frontalement l'autorité de l'Église. C'est ça. C'est exactement ça. Et ça pose une question fondamentale. Est-ce qu'un dialogue peut être vraiment sincère, vraiment vrai, si certains sujets sont, en quelque sorte, mis de côté d'avance? La posture même de l'évêque, son rôle, ce qu'on pourrait appeler son poids symbolique, enfin cette aura un peu sacrée, ça peut inhiber, ça peut freiner une parole complètement libre de la part de la victime. Je vois. Mais alors, si ces codes existent, comment on fait la différence entre une vraie rencontre qui touche quelque chose d'authentique et une opération de communication bien menée? Parce que les témoignages, ils sont très contrastés visiblement. Ah oui, tout à fait. C'est ça qui est si troublant et parfois même douloureux pour les personnes concernées. Certaines rencontres sont décrites comme bouleversantes, vraiment, un pardon demandé les yeux dans les yeux, un silence qui n'est plus pesant, mais qui devient un espace d'écoute réel, une parole brute, sans phare. Parfois des gestes très simples, un regard franc, une main tendue, ça peut ouvrir une brèche d'humanité. Et puis, à l'opposé, il y a ces autres rencontres, celles qui sonnent faux, même si en apparence la bonne volonté est là. Les réponses données par l'évêque semblent calculées, prudentes, dictées par la crainte juridique ou par la stratégie de com'. Et là, les victimes racontent ce sentiment terrible de repartir en ayant joué un rôle dans une pièce écrite d'avance. Et parfois, elles se sentent encore plus seules qu'avant. Cette fausse rencontre, où on fait semblant d'écouter sans vraiment entendre, ça peut faire plus de mal que pas de rencontre du tout. Oui, c'est terrible. Et face à ce constat, l'appel qui est lancé, notamment par ce collectif, c'est vraiment de repenser les conditions mêmes de ce dialogue, radicalement. Il faut absolument sortir de ce face-à-face qui est par nature déséquilibré. Les pistes qui sont évoquées, elles sont assez claires. Chercher plus d'égalité entre les personnes qui se parlent, mettre en place des cadres clairs, transparents, co-construits si possible. Penser aussi à des médiations indépendantes, choisir des lieux neutres et surtout obtenir des garanties contre la récupération de la parole. C'est essentiel. Donc, si je comprends bien, accepter plus d'égalité, ça implique pour l'institution de revoir sa posture. De renoncer à une partie de son autorité habituelle dans ce cadre-là. C'est ça, c'est vraiment le nœud du problème. Ça demande d'accepter de mettre de côté au moins le temps de la rencontre, ce pouvoir symbolique, cette image d'autorité un peu verticale. L'idée, ce serait pouvoir se rencontrer d'abord comme deux êtres humains, deux personnes marquées par une même tragédie d'une certaine façon, avant d'endosser pleinement les rôles de l'évêque et de la victime. Pas pour nier ces rôles, mais pour les vivre dans une vérité plus dépouillée, peut-être. Et ça, oui, ça demande du courage. Beaucoup de courage. Surtout du côté de l'institution qui détient historiquement le pouvoir. Il faut donc être vraiment conscient de l'extrême fragilité de ces moments. C'est un pari risqué pour tout le monde, mais la symétrie est flagrante, quand même. Pour la victime,
le risque, c'est de revivre le trauma. Le trauma de l'abandon, du mépris, de l'indifférence. Et pour le représentant de l'institution, l'évêque, le risque, c'est peut-être de voir ses propres certitudes ébranlées. Son image publique écornée. Absolument. Dialoguer sans trahir, dans ce contexte si chargé, c'est comme marcher sur une ligne de crête, c'est très exigeant. Mais les témoignages, même contrastés, montrent que ce n'est pas impossible. Les clés, ça semble être ça. Reconnaître cette fragilité des deux côtés, accepter le doute, pratiquer une écoute qui va vraiment au-delà des mots, respecter les silences aussi, et comprendre que les enjeux, les risques, ne sont pas du tout les mêmes pour la victime et pour le représentant de l'institution. Si on arrive à réunir ces conditions, qui sont très exigeantes, on est d'accord, alors l'objectif, ce n'est pas une réconciliation un peu naïve ou rapide. Non, c'est plutôt la possibilité qu'émerge une vérité partagée, quelque chose d'une vérité commune, une parole qui chercherait à réparer, quelque chose de l'humanité blessée, chez l'un comme chez l'autre, et pas seulement à redorer l'image de l'Église. Alors, où est-ce que tout ça nous mène, finalement? Peut-être une dernière question, une piste de réflexion pour conclure. Au-delà de ces rencontres individuelles qui sont évidemment cruciales, quelle transformation plus profonde, quelle remise en question structurelle une institution comme l'Église doit-elle engager pour que ce type de dialogue, si difficile, ne soit plus juste une exception courageuse, mais devienne une pratique plus courante et surtout réellement capable de réparation sur le long terme? Voilà la question qui reste ouverte. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pcantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.